Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une série de 40 questions de test de code de la route 2022. N'hésite pas à prendre un papier, un crayon pour noter toutes tes erreurs, ça va t'aider à progresser. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Je surveille l'évolution de la situation. Devant moi, oui, réponse A, non, réponse B. Derrière moi, oui, réponse C, non, réponse D. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien la photo, on voit que là, nous sommes dans une voie d'insertion. Le but de la voie d'insertion, c'est d'analyser si je dois accélérer fortement pour pouvoir passer par exemple devant ce poids lourd, ou alors est-ce que je vais m'insérer derrière ce poids lourd. Pour tout ça, il va falloir que j'observe autour de moi. Donc je vais observer, voir s'il y a de la circulation devant ce poids lourd, s'il y a quelqu'un d'autre qui va aussi se rabattre, par exemple quelqu'un qui était en train de dépasser le poids lourd et qui va se rabattre, et si moi je veux m'insérer à ce moment-là, eh bien c'est un risque d'accident. Donc je dois observer ce qui se passe sur l'avant, mais je dois aussi observer ce qui se passe sur l'arrière pour voir s'il y a d'autres véhicules qui arrivent ou qui sont assez proches du poids lourd, de manière à adapter mon allure, savoir si je m'insère devant le poids lourd, derrière le poids lourd, ou s'il y a plusieurs voitures derrière le poids lourd, est-ce que je m'insère derrière toutes ces voitures-là? D'accord? Donc là, c'était réponse A et C, je dois à la fois surveiller devant moi et derrière moi. Question 2. En cas de délit de fuite, je risque 3 ans de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, en cas de délit de fuite, je risque vraiment jusqu'à 3 ans de prison. Ça peut aller même jusqu'à 75 000 € d'amende. C'est l'amende en 2021. Rassurez-vous, le coût de l'amende n'est pas à connaître par cœur. Par contre, vous devez savoir que ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. En cas de délit de fuite aggravé, comme par exemple un accident mortel, d'accord, je risque même jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Bon, dans les deux cas, c'est 3 ans de prison que je risque d'avoir. Donc là, c'était bien réponse A. Question numéro 3. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va déjà regarder si on a une interdiction de circuler dans cette voie-là, pour savoir si on circule dans la bonne voie. Ici, vous avez un panneau d'interdiction de stationner. Donc là, ça ne nous concerne pas puisqu'on circule, d'accord. Ensuite, là, vous avez des zébras jaunes. Les zébras jaunes, ça veut dire qu'il y a un arrêt de bus à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai le droit de circuler dessus, mais je n'ai pas le droit de m'y arrêter. Par exemple, pour prendre un passager ou pour descendre des affaires de mon coffre, d'accord? Là, je n'ai pas le droit de m'arrêter et stationner dessus. Mais en circulation, j'ai le droit de circuler dessus sans aucun problème, d'accord? Ensuite, est-ce que j'aurais pu prendre la voie de gauche? Eh bien, la règle dit que en marche normale, je dois rouler sur la voie la plus à droite. Donc ici, je suis bien dans la bonne voie. Donc c'était réponse A. Question numéro 4. Les cyclistes peuvent circuler en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce sens. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater un marquage au sol avec, vous avez vu, des pointillés qui sont assez larges comme ça. Donc ça veut dire que ce sont des voies réservées. Il y a 2 voies réservées ici.
il y a une voie réservée pour ces cyclistes-là qui vont dans ce sens de circulation, c'est-à-dire comme moi, et il y a une voie réservée pour les cyclistes qui viennent d'en face et qui seront en contresens par rapport à moi, c'est-à-dire qui remontent la rue en sens unique, qui est pour moi en sens unique, d'accord? Donc là, ils peuvent bien circuler dans les deux sens de circulation. Donc c'était réponse A et C. Question numéro 5. Certains médicaments délivrés sans ordonnance peuvent augmenter le risque de s'endormir au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmenter le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait, dans les médicaments, même s'ils sont sans ordonnance, hein, d'accord, il peut y avoir des principes actifs qui agissent sur l'organisme. Je pense par exemple aux médicaments qui sont faits pour les rhumes. Ça va provoquer un peu des effets de somnolence, même ceux sans ordonnance, hein, d'accord? Donc, est-ce que ça va augmenter le risque de s'endormir au volant? Oui, ça risque d'augmenter le risque, en effet. Est-ce que ça va augmenter le temps de réaction? Oui, ça va aussi me mettre moins réactif, d'accord? Donc, je vais augmenter mon temps de réaction. Donc, c'était réponse A et C. Question numéro 6. En sortant de ma voiture, mon passager avant doit ouvrir sa portière de préférence avec la main gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir se retourner beaucoup plus facilement. Si j'utilise ma main droite, je n'arriverai pas à me retourner réellement pour voir ce qui se passe dans l'angle mort, par exemple. D'accord? Si j'ouvre avec ma main gauche, je verrai beaucoup mieux parce que je vais pouvoir me retourner beaucoup plus amplement de manière à voir ce qui se passe dans l'angle mort. Donc là, c'était réponse A. Question numéro 7. Cette situation est dangereuse. Pour l'enfant, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour les autres usagers, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut toujours se dire qu'une ouverture de portière, c'est dangereux, d'accord? D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents avec une ouverture de portière, même avec un adulte, hein. Alors, avec les enfants, c'est encore pire, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ils risquent d'ouvrir et de descendre sans avoir regardé, hein, si un véhicule arrive, ou d'avoir mal évalué, et puis alors descend du véhicule au moment où il y a une voiture qui passe, et là, c'est l'accident, d'accord? Parce qu'un enfant, il n'a pas les mêmes capacités de concentration, d'observation et d'analyse, d'accord? Lui, il va peut-être estimer qu'il a le temps, ou il va se dire la voiture m'a vu, donc j'ouvre la portière, d'accord? Donc ça, il faut faire très attention à ça. Un enfant, on le fait toujours descendre du côté du trottoir, d'accord? Évidemment, ça va être dangereux, à la fois pour l'enfant, mais aussi pour les autres usagers. Donc là, c'était réponse A et C. Question 8. Les ampoules LED ont une durée de vie plus longue que les autres types d'ampoules. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Et oui, c'est vrai, c'est l'avantage des ampoules LED, c'est qu'elles ont une durée de vie plus longue que les autres types d'ampoules. D'accord? Donc réponse A. Question numéro 9. Le conducteur du poids lourd devant moi peut me voir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je garde cette distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, on me demande si le conducteur du poids lourd devant moi peut me voir. Pour savoir s'il peut me voir, je dois voir ses rétroviseurs, ici et là. Et là, eh bien, on ne voit rien. D'accord? On ne voit pas de rétroviseur. Donc, si je ne vois pas ses rétroviseurs, lui ne peut pas me voir. Donc là, c'était déjà réponse B. Ensuite, est-ce que je garde cette distance de sécurité? Alors, vous avez vu, on est à l'arrêt. On est à 0 km/h. On est dans un bouchon. D'accord? Et quand on est à l'arrêt, on doit voir le véhicule de devant, on doit voir ses roues toucher le sol. D'accord? Donc là, c'est le cas. Mes distances de sécurité sont correctes. Donc c'était réponse B et C. Question 10. Je passe le premier. Réponse A. Ou je laisse passer la voiture venant de droite. Réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un trottoir qui continue. Vous avez vu, il n'y a pas d'arrondi de trottoir. Le trottoir, il continue. On a le caniveau jusqu'à un petit peu moins important, la hauteur du trottoir qui est un peu descendue. Pourquoi? Pour pouvoir laisser passer les véhicules, pour qu'ils puissent passer sans taper leur roue sur le trottoir, sur l'angle du trottoir. D'accord? Et on remarque un panneau P qui nous dit que c'est un parking. Donc ça confirme le bateau que vous voyez ici. C'est donc pas une rue, c'est une sortie de parking. Ceux qui sortent d'un parking ne sont pas prioritaires. Ils doivent laisser passer ceux qui sont déjà sur la route principale. Là, c'est le cas. Je suis sur la route principale, donc je passe le premier. Réponse A. Question 11. Cet autocar doit me faciliter le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que la route, elle n'est pas large du tout. Il y a un bus, un car qui passe là, ici, et on voit que le croisement, il va être difficile à cause du virage. Alors, la règle générale, c'est que les véhicules encombrants doivent s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux autres véhicules. Mais, attention, il y a une exception. C'est pour les transports en commun, justement, qui sont en agglomération. Donc ça, c'est bien un transport en commun, on voit bien les sièges pour les passagers. On est bien en agglomération avec les différentes maisons qu'on voit autour. Donc là, on fait partie de l'exception. Donc les transports en commun qui sont en agglomération, eh bien ce sont les autres usagers de la route qui doivent leur faciliter le passage. C'est-à-dire que moi, je dois lui faciliter le passage. Donc dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Je me serre à droite et je patiente pour lui faciliter le passage de manière à ce qu'il puisse terminer son virage parce qu'il aura une trajectoire où il va prendre un petit peu ma voie, d'accord? Et là, je dois le laisser terminer. Donc c'était réponse B. Question 12. L'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture à boîte manuelle? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vous confirme, le permis B permet de conduire une boîte automatique, d'accord? En revanche, l'inverse, c'est pas possible. Si vous passez le permis B avec un véhicule automatique, le jour de l'examen, donc c'est le permis BEA, d'accord? Boîte automatique. Là, ça ne permet de conduire que des véhicules automatiques, d'accord? Pour pouvoir ensuite conduire une voiture à boîte manuelle, dans ce cas-là, je dois faire une formation de 7 heures, d'accord? Donc l'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique, oui, réponse A. Une voiture à boîte manuelle, oui, réponse C. Donc A et C. Question 12. Ce dispositif est autorisé si le conducteur garde les mains sur le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'écouteur n'occupe qu'une oreille. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, écouter une conversation, d'accord, par le biais d'une oreillette, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça perturbe la vigilance du conducteur. On est autorisé d'écouter que par le biais d'un haut-parleur du type ambiance, d'un système audio qui est intégré, obligatoirement intégré au véhicule, d'accord? Là, c'est autorisé. Sinon, avec ce type de dispositif, donc une oreillette, c'est interdit. Donc là, réponse B et D. Question 14. J'adopte une conduite économique en ayant une conduite nerveuse. Réponse A. En augmentant les distances de sécurité. Réponse B. En faisant preuve d'anticipation. Réponse C. Alors, j'adopte une conduite économique en ayant une conduite nerveuse. Non, non, parce que quand vous avez une conduite nerveuse, ça veut dire que vous accélérez trop fort, donc après vous êtes obligé de freiner brutalement. Et là, eh bien, ça fait le pire, justement, on consomme plus, ça peut aller jusqu'à 40% de consommation en plus. Et en plus de ça, on use plus la voiture et les freins aussi. Donc les frais d'entretien du véhicule vont augmenter. D'accord? Alors, si j'augmente les distances de sécurité, j'aurai plus de facilité à anticiper ce qui va se passer devant moi. D'accord? Donc, j'aurai la possibilité, par exemple, d'éviter d'accélérer parce que je sais qu'au loin, ça freine, par exemple, ou que ça n'accélère pas. Eh bien, comme j'ai plus de distance, j'ai plus le temps d'anticiper ce genre de choses. Ça m'évite d'accélérer inutilement. Donc, je vais pouvoir conduire sans à-coups en adaptant au mieux mon allure. Donc, en augmentant les distances de sécurité et en faisant preuve d'anticipation, je vais avoir une conduite économique. Donc, réponse B et C. Question 15. Je freine? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce? On m'annonce qu'il va y avoir un contrôle de radar automatique. D'accord? Bon, tant que je respecte ma limitation de vitesse, je n'ai pas, moi, à freiner inutilement. D'accord? Ensuite, devant, dans ma voie, il n'y a rien de particulier. J'ai pas un véhicule qui est trop près. J'ai bien mes 2 bandes d'arrêt d'urgence. Donc, mes distances de sécurité sont bonnes. On me dit que je suis limitée à 110 km/h parce qu'il y a une succession de virages, d'accord? Donc je regarde mon allure et je suis à 100 km/h. Donc je respecte bien l'allure qui est préconisée pour pouvoir bien gérer la trajectoire de ma voiture et donc ne pas perdre la maîtrise de ma voiture. Donc si je suis à 100 km/h, normalement je n'ai aucun problème pour passer ce virage-là. D'accord? Donc je n'ai ni besoin de ralentir, ni besoin de freiner. Donc c'était non aux deux, réponse B et D. Question 16. Cette conductrice est correctement installée au poste de conduite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on regarde bien, il y a une chose qui est flagrante. C'est la ceinture de sécurité. Vous avez vu là, elle est vrillée ici et ici. Donc, elle est mal installée. La ceinture, elle doit être le plus plat possible sur vous. Pourquoi? Parce que si vous avez un accident, vous allez être plaqué contre la ceinture.
Et la ceinture, elle va épouser un petit peu la forme de votre corps. Plus elle est large, moins elle provoquera de douleur au niveau de votre corps. Ici, comme elle est vrillée, eh bien, c'est comme si c'était un peu une cordelette qui vous arrêtait et vous risquez d'avoir des séquelles, des lésions supplémentaires. Donc là, comme elle est vrillée, eh ben, elle est mal installée. Donc c'était réponse B. Question 17. Je prête davantage attention au côté droit, réponse A, au côté gauche, réponse B. Alors là, qu'est-ce qu'on observe? On observe le véhicule en stationnement, donc je vais être obligée de m'écarter. À gauche, il y a des ouvriers du bâtiment qui ne me regardent pas, donc ça semble être de ce côté-là. On peut regarder, voir s'il y avait par exemple un piéton qui arrive derrière la voiture qu'on ne voyait pas. On peut remettre la vidéo et on va voir ça. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas de piéton là qui arrive sur les côtés, ni à travers derrière les vitres. Donc il y a une confirmation, il n'y avait pas de piéton ici. Pas de portail qui s'est ouvert, donc pas de piéton non plus qui sort de là. Donc le danger principal, il est là, parce que si on observe bien, ils ne nous ont pas vus une seule fois, regardez. Ils ne se sont pas retournés une seule fois, en plus ils font du bruit, certainement à l'intérieur en prenant leur seau, donc ils ne m'ont peut-être même pas entendu arriver. Donc je dois être beaucoup plus vigilante par rapport à ces piétons qui sont ici. Donc je surveille davantage le côté gauche, réponse B. Question 18. Si je m'arrête, ce piéton pourra traverser en toute sécurité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, on a le piéton qui me regarde, il semble attendre, d'accord? Moi j'ai le feu rouge, donc c'est vrai que je suis en train de freiner pour pouvoir arriver au niveau du feu. Mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit un véhicule derrière qui est déjà un peu situé sur la gauche. Peut-être qu'il est en train de me dépasser, d'accord? Si je commence à freiner pour pouvoir m'arrêter, vu qu'il est assez proche et déjà sur la gauche, lui, il va être tenté de me dépasser, d'accord? Moi, je m'arrête ici et lui, il va être tenté de me dépasser. Et donc, si je m'arrête pour laisser passer le piéton, bah, au moment où il est ici, celui de derrière, il n'aura aucune visibilité, il ne verra pas le piéton passer. Et le piéton qui est devant moi ne verra pas non plus la voiture noire arriver. Et là, je risque de la mettre en danger. Donc, si je m'arrête, il ne pourra pas traverser en toute sécurité. C'est bien plus sage de ne pas m'arrêter ici dans cette situation. Parce qu'il faut faire attention à un excès de courtoisie, d'accord? Parce que là, c'est de la courtoisie. Et bien, ça peut devenir dangereux. Donc là, c'était réponse B. Question 19. Le système ISOFIX permet d'installer correctement un siège enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système ISOFIX, c'est pour clipser le siège auto à la voiture quasiment, à la banquette. Vous avez vu là sur les nouvelles voitures, mais depuis pas mal d'années quand même maintenant, vous avez toujours une petite barre qui est ici. Donc c'est un renfort, c'est super costaud. Et là, avec ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'insérer dedans, d'accord? Et ça va se clipser dedans. Et là, c'est super résistant, c'est super solide. Donc, il n'y a pas meilleur comme système d'installation. D'accord? Donc, ça s'appelle le système ISOFIX. Donc, c'était réponse A. Question 20. Mes balais d'essuie-glace sont usés. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc on peut voir hein, que c'est flou, on voit même toutes les traînées, vous avez vu ici. Hein. Donc quand ça laisse des traces sur le pare-brise, oui, les essuie-glaces sont usés. Ici, ils sont même extrêmement usés. Donc c'est réponse A. Question 21. Je cède le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on arrive dans une intersection, d'accord? Le véhicule noir, là, qui est à droite, on voit bien la bande stop. Le panneau stop, on le devine un petit peu, mais on voit clairement la bande stop. Donc, il doit me céder le passage. En plus, il regarde dans ma direction, donc c'est pas un danger immédiat, c'est pas un danger important, d'accord? Par contre, si on regarde un petit peu sur la partie gauche, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, un piéton qui est engagé sur le passage piéton. Je dois donc lui céder le passage obligatoirement. Hein, je dois lui céder le passage. Donc même si je roule déjà lentement, vous avez vu derrière qu'est-ce qui se passe. Il y a un véhicule qui est assez proche, d'accord. Même si je considère que j'ai un peu de temps pour m'arrêter, parce que vous avez vu, hein, je roule lentement, je vais quand même allumer mes feux stop, d'accord, de manière à ce que celui de derrière anticipe mon freinage, d'accord. J'ai pas encore commencé à freiner, parce que vous savez, hein, il y a les premiers centimètres sur la pédale de frein. Quand on appuie un tout petit peu sur la pédale, on freine pas vraiment encore. Ça serre pas vraiment les roues, mais on a au moins les feux stop qui s'allument. Donc celui de derrière croit que je suis en train de freiner, alors que j'ai pas encore commencé à freiner. Donc du coup, il se met à freiner aussi, lui aussi. Et donc ça évite les surprises, d'accord? Donc, est-ce que je cède le passage? Oui, je cède le passage au piéton, pas à la voiture, mais au piéton. Est-ce que j'allume les feux stop? Oui aussi, pour des raisons de sécurité. Donc réponse A et C. Question 22. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous avez vu, on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. D'accord? Donc ici, on est bien en sens unique. Je vois un poids lourd qui est en train d'en dépasser un autre. D'accord? Donc jusqu'ici, pas de souci. Si on regarde, est-ce que j'ai mes distances de sécurité? Oui, j'ai bien 2 bandes d'arrêt d'urgence. Donc pour l'instant, j'ai mes distances de sécurité. Mais il y a un hic. Le problème, c'est ça. C'est qu'un poids lourd, lui, il est limité à 90 km/h par construction, hein, d'accord. Même les poids lourds qui viennent de l'étranger, en France, ils sont limités à 90 km/h, d'accord. Donc moi, je roule à combien? Presque 130 km/h. Ça fait une sacrée différence de vitesse. Donc je vais très vite arriver dessus et je ne pourrai plus, dans quelques secondes, respecter mes distances de sécurité. Donc je vais être obligée de ralentir pour maintenir mes distances de sécurité. Parce que je ne peux pas les dépasser, hein. Mes deux voies sont prises, donc je vais être obligée de freiner pour maintenir mes distances de sécurité. Donc c'était réponse A. Question 23. En retard pour déposer les enfants à l'école, je peux m'arrêter ici en mettant les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il faut savoir que le stationnement en double fil c'est quoi? C'est quand vous êtes arrêté, comme ces voitures qui sont ici, hein, c'est quand vous êtes arrêté à côté d'autres voitures qui sont en stationnement. D'ailleurs, vous les empêchez, elles ne peuvent même pas sortir, ces voitures en stationnement. D'accord? Donc vous êtes sur la chaussée et vous bloquez les véhicules qui sont déjà en stationnement sur le côté. Donc c'est ça le double fil. Donc là, c'est interdit. Le stationnement en double fil, c'est interdit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller un petit peu plus loin pour chercher une place de stationnement un peu plus loin. D'accord? Donc c'était réponse B. Question 24. Heurté à 50 km/h par une voiture,
Les chances de survie d'un piéton sont de 20%, réponse A, 50%, réponse B, 90%, réponse C. Et malheureusement, il est seulement de 20% quand vous êtes à 50 km/h. Pourquoi? Parce que à 50 km/h, souvent, le conducteur, il n'a pas le temps de se mettre à freiner. Et donc, on l'a heurté à 50 km/h. D'accord? Si vous réduisez votre allure et que vous circulez à 30 km/h, eh ben, la chance de survie, elle passe déjà à 90% parce que là, on a plus de temps de commencer à freiner. Donc, quand c'est 50 km/h, les chances de survie sont seulement de 20%. Donc, c'était réponse A. Question 25. En laissant passer ce véhicule, j'applique la règle de priorité. Réponse A. Je suis courtois. Réponse B. La question était, en laissant passer ce véhicule, est-ce que j'applique la règle de priorité ou est-ce que c'est de la courtoisie? Eh bien, là, il sort, vous avez vu le bateau là? C'est le trottoir, il descend un petit peu, mais il continue. Et on voit bien qu'il sort d'une propriété privée, donc il n'est pas prioritaire, c'est à moi de passer. Donc là, si je le laisse passer, c'est de la courtoisie. Donc réponse B. Question 26. Si je refuse de m'arrêter, je commets un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une suspension de mon permis. Réponse C. Une peine de prison. Réponse D. Alors, refuser de m'arrêter, c'est un refus d'obtempérer, d'accord? Ça s'appelle comme ça. Ça, attention, hein, ne confondez pas avec un délit de fuite. Vous confondez souvent, donc j'insiste beaucoup là-dessus. Refuser de m'arrêter parce que la gendarmerie ou la police me demande de m'arrêter, c'est un refus d'obtempérer. Là, dans ce cas-là, je risque une suspension de mon permis de conduire et une peine de prison. Donc, c'était réponse A, puisque je commets un délit, hein, c'est quand même un délit. Pas un délit de fuite, hein, mais un délit dans le sens où je risque une peine de prison, d'accord, et une suspension de mon permis. Et donc je risque la suspension et la peine de prison. Donc c'était réponse A, C et D. Question 27. Le moteur est coupé, le conducteur descend immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc toujours avant de descendre d'une voiture, on doit toujours regarder dans les rétroviseurs et en vision directe pour voir ce qui se passe dans l'angle mort. Mais là, rien que dans les rétroviseurs, on peut apercevoir qu'il y a quelqu'un justement sur le côté. Donc si j'ouvre ma portière, je vais percuter ce cycliste. Donc c'était réponse B. Question 28. Le stop and start permet de moins consommer. Oui, réponse A. Non, réponse B. De moins polluer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le stop and start? Ça arrête le moteur en fait, ça le met en veille,
dès qu'on arrête la voiture et qu'on le met au point mort pour une boîte manuelle. Et ça redémarre en fait dès qu'on enclenche la vitesse ou dès qu'on va lâcher le frein sur une boîte automatique. D'accord? Donc une voiture à l'arrêt qui a le moteur qui tourne, ça consomme toujours pendant ce temps-là. Ok? C'est pour ça qu'on a inventé le stop and start. Parce que comme ça, pendant que la voiture est à l'arrêt, elle arrête de consommer. D'accord? Il y avait une croyance qui disait que quand on démarre une voiture, on va consommer 1 litre de carburant. C'est pas vrai du tout. On va pas consommer plus, surtout maintenant avec les nouvelles voitures. Le fait de redémarrer une voiture ne fait pas une consommation plus importante. D'accord? Donc ça vaut le coup, dès que la voiture est arrêtée, d'éteindre le moteur. Donc on va consommer moins et on va polluer moins. Donc c'était réponse A et C. Question 29. Je cherche une direction. Je ralentis. Réponse A. Je conserve mon allure. Réponse B. C'est vrai que des fois, dans certaines situations, c'est difficile de tout observer, de tout voir. Pour ceux qui ont déjà commencé un petit peu à conduire, je pense que vous en êtes rendu compte, c'est pas facile de tout voir, d'accord? Donc entre la maîtrise de la voiture et voir son environnement, c'est pas facile. Même si je roule lentement, des fois plus lentement, ça reste pas facile parce que la signalisation, elle peut être compliquée. Si on regarde ici, je dois observer l'intersection, savoir la règle de passage, surveiller derrière aussi dans mon rétroviseur, d'accord? Voir si la voiture ne quitte pas son stationnement, surveiller ce qu'elle fait elle, et en même temps chercher ma direction. Et si on regarde les panneaux de signalisation, on se rend compte que là, ils sont super complexes. Ici, on me dit que la voie de droite va être pour les transports en commun, il va falloir que je prenne la voie de gauche. Et après, j'ai une sorte de sens giratoire qui m'a l'air un petit peu compliqué, d'accord? Donc là, c'est vraiment pas une information qui est habituelle. Donc gérer tout ça en même temps, c'est pas facile. Donc pour pouvoir justement ne pas me planter et bien voir tout ce qui se passe dans mon environnement, j'ai qu'une seule solution, c'est de ralentir. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 30. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ouais, alors c'était une des questions d'ailleurs, si je me souviens bien, que j'avais posée d'abord à ceux qui profitent des petites astuces gratuites. D'ailleurs, je vous mets là en dessous le lien, vous vous rappelez, des astuces gratuites si vous voulez en profiter. Je vous mets le lien dans la description ou en commentaire, d'accord? Comme ça, vous pourrez voir mon commentaire. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Après, il faudra juste mettre votre adresse mail et comme ça, vous aurez un accès à cette petite information pour avoir toutes les astuces pour progresser beaucoup plus rapidement, éviter de stagner et puis garder la motivation, c'est super important. D'accord? Alors ici, là, vous avez donc ce symbole-là qui est rectangulaire. Alors souvent, vous avez remarqué un pare-brise avant, le devant de la voiture, il est toujours un petit peu plus large comme ça. Donc quand c'est évasé, avec du coup je rajoute la chaleur, d'accord, mais quand c'est évasé, c'est le pare-brise avant, d'accord. Là, c'est bien rectangulaire. Ce symbole-là, quand c'est rectangulaire, c'est bien pour l'arrière, d'accord. Donc, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Non, ça c'est le haillon de derrière. Donc, c'est réponse B. Question 31. Je doute des intentions du cycliste. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, on peut voir que le cycliste est en train de s'engager sur la chaussée. On voit qu'il est en train de sauter le trottoir pour s'engager. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer dans cette voie-là ou est-ce qu'il va juste traverser? Je n'en ai aucune idée. Donc, dans le doute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir. Ok? Est-ce que j'ai besoin de klaxonner? Comme je suis assez loin de lui, quand même, il y a de la distance, c'est pas un danger immédiat du coup. Moi, j'ai le temps de ralentir pour justement avoir des distances de sécurité. Et donc ça, en plus, le fait de ralentir, ça me laissera le temps de comprendre ses intentions. En ville, je n'ai droit de klaxonner qu'en cas de danger immédiat. Il aurait été ici, évidemment, j'aurais klaxonné. Là, il est quand même plus loin, donc je n'ai pas besoin de klaxonner. D'accord? Donc c'est réponse B et C. Question 32. Je n'ai pas pris la bonne sortie. Je reviens sur la chaussée principale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on me dit que j'ai pas pris la bonne sortie qui est ici. J'aurais dû rester dans cette voie-là, dans la chaussée principale. Est-ce que, comme je me suis trompée, est-ce que je peux revenir dans la voie principale? Eh bien non, on ne peut pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des voitures qui sont derrière et qui roulent forcément plus vite que moi, puisque moi je dois ralentir pour prendre la sortie. Donc ils vont aller plus vite que moi, donc je vais les gêner. Mais en plus de ça, et ça c'est la raison principale, c'est que quand je vais commencer à m'écarter, je vais franchir cette ligne continue. Et là, c'est interdit de franchir une ligne continue. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas changer de voie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir et je vais essayer de retrouver mon itinéraire pour pouvoir reprendre la bonne direction, mais un peu plus tard, c'est pas grave, il y a toujours d'autres solutions, d'accord? Ne jamais se mettre en panique. On va peut-être faire 3 km de plus, mais c'est pas bien grave plutôt que de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Donc là, c'était réponse B. Question 33. Mon passager me conseille de passer puisque la voiture devant est passée. Je l'écoute et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Alors, vous avez vu là, on a des travaux. Notre voie est encombrée, donc on va être obligé d'emprunter la voie d'en face. Donc pour éviter qu'on se retrouve face à face, ils ont installé temporairement un feu tricolore. Là, mon feu, pour l'instant, il est rouge. Donc si je suis au rouge, les autres en face sont au vert et donc vont arriver. Même si je vois qu'il y a déjà un véhicule qui l'a fait, même si mon passager me dit de passer, je ne l'écoute pas et je m'arrête. Ça, c'est réponse B. Question 34. Porter secours est plus efficace si je commence par baliser et sécuriser les lieux. Réponse A. Appeler les secours. Réponse B. Évaluer l'état des victimes. Réponse C. Aider les victimes. Réponse D. Quand on arrive sur un accident, on doit toujours respecter le pas. Donc P comme protéger, A comme alerter et S comme secourir. Donc je dois toujours protéger. D'accord? Alors, je commence par ça. Protéger, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vais allumer les feux de détresse, que je vais mettre un gilet haute sécurité, que je vais mettre le triangle de présignalisation à 30 mètres, d'accord? Et puis, si je vois que la victime, elle est plus en danger si je la laisse sur place que autre chose, parce que par exemple, la voiture est en train de prendre feu,
Dans ce cas-là, évidemment, je vais la sécuriser aussi. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais baliser et sécuriser les lieux dans un premier temps. Donc là, c'était réponse A. Question 35. Ce bébé est installé correctement. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'airbag doit être désactivé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on va regarder la position du siège. La position du siège, elle est comme ça, hein. Donc, le siège, il est bien dos à la route, parce que là, le devant de la voiture, c'est par là. Ensuite, on va regarder si le siège est bien fixé, donc soit par l'isofix, soit par la ceinture de sécurité. Ici, la ceinture a bien été mise ici, et là, comme c'est prévu. Donc, c'est bon, d'accord? Et l'enfant, est-ce qu'il est bien attaché à son siège? On voit bien que la ceinture de sécurité de l'enfant du siège est bien enclenchée. On voit bien ici et là. Donc, il a bien sa ceinture de sécurité aussi. Donc là, tous les 3 points, dos à la route, parce que c'est un siège dos à la route, la ceinture du siège et la ceinture de l'enfant, les 3 choses sont mises. Donc il est correctement installé, ça c'est oui, réponse A. Ensuite, l'airbag, est-ce qu'il doit être désactivé? Comme c'est un siège qui est mis dos à la route à l'avant, vous avez vu là, on devine un petit peu, ça c'est l'airbag, ce qu'on voit ici. Il est ici ou un peu plus haut, des fois ça dépend des voitures. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne désactivez pas l'airbag en cas de choc, il va se gonfler brutalement en 100 millièmes de seconde. C'est très rapide. Et là, il va plaquer tout de suite le siège auto contre le siège à l'avant, de manière très violente en plus de ça. Donc c'est très dangereux d'avoir un airbag d'enclenché quand vous avez un siège dos à la route. Donc c'est pour ça, c'est une obligation, vous devez obligatoirement, donc si vous pouvez pas parce que certaines voitures, vieilles voitures, on ne peut pas désactiver l'airbag. Il y en a quelques-unes qui existent comme ça. Dans ces cas-là, vous le mettez sur la banquette arrière. Interdit de le mettre à l'avant si vous ne pouvez pas désactiver l'airbag. D'accord? Donc là, surtout, on désactive l'airbag. Je ne veux pas le voir quand vous avez un siège dos à la route de mis à l'avant. Donc là, c'était l'airbag doit être désactivé. Oui, réponse C. Question 36. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on va analyser un petit peu ce qui se passe dans l'environnement. Pour l'instant, là, le marquage au sol, est-ce qu'il m'autorise à tourner à gauche? Et est-ce que j'ai pas de panneau d'interdiction? Donc là, ici, à l'arrêt, je ne vois pas panneau d'interdiction. On va revenir en arrière pour voir si on en voit un en chemin tout à l'heure. D'accord? En face, il n'y a personne. Donc là, pareil, je ne peux tourner à gauche, puisque je dois laisser passer ceux qui arrivent en face avant de tourner à gauche. Là, pour l'instant, je peux tourner à gauche. Le marquage au sol, j'ai une ligne continue, et à hauteur de l'intersection, j'ai des pointillés. Ça veut dire que je peux à la fois tourner à gauche, ou ceux qui arrivent ici, ils peuvent aussi, s'il y en a, tourner dans ce sens-là. D'accord? Ça, c'est possible. Alors, je vous en parle d'une autre possibilité. Des fois, vous pouvez rencontrer... Alors, on va oublier cette signalisation. Ce que je vous en parle, c'est pour si vous avez d'autres photos, parce que vous pouvez avoir ce marquage-là, mais vous pouvez rencontrer d'autres types de marquages. Vous pouvez avoir une ligne continue tout du long, et puis à hauteur de l'intersection, de votre côté, vous avez des pointillés. D'accord? Et puis là, la ligne continue, elle continue là. Voilà. La ligne continue et les pointillés. Si les pointillés sont de votre côté,
ça veut dire que vous avez le droit de traverser dans ce sens-là. Par contre, ceux qui viennent de ce côté-là, là, ils ont la ligne continue en premier, donc ils n'ont pas le droit de la franchir pour ensuite aller sur cette route-là. D'accord? Si vous aviez eu à l'inverse la ligne continue d'abord et après les pointillés qui sont de ce côté-là, vous arrivez ici et vous avez la ligne continue. Donc vous n'avez pas le droit de la franchir pour tourner à gauche. Par contre, ceux qui arrivent ici, eux, ils ont les pointillés de leur côté, donc ils ont le droit de franchir les pointillés pour ensuite aller sur cette route-là. C'est la petite précision, ça ne fait pas partie de la question, mais je pense que vous appréciez ce genre d'explication pour si vous rencontrez ce genre de situation. D'accord? Donc, ici, on a un franchissement qui est possible. Alors, on va voir si personne ne nous dépasse derrière, même si c'est une ligne continue. On va voir si personne ne nous dépasse derrière et s'il n'y avait aucune signalisation qui nous interdit de tourner à gauche. Donc, on va revenir en arrière. Là, j'ai pas de signalisation. Depuis tout à l'heure, la voiture derrière n'a pas l'intention de me dépasser. Et toujours pas d'interdiction de tourner à gauche. Et toujours personne qui me dépasse. Donc, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir tourner à gauche. Donc, c'était réponse A. Question 37. La camionnette crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone d'incertitude? Déjà, dans un premier temps, la zone d'incertitude, ça veut dire qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer à l'avenir. Non, on n'est pas sûr, qu'il y a plusieurs possibilités et on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, la camionnette, elle a ses feux stop d'allumés, on voit bien les 3 feux stop, mais aussi on voit les feux de recul d'allumés. On voit ses rétroviseurs, donc si on voit ses rétroviseurs, elle, normalement, peut me voir dans les rétroviseurs aussi. Donc, normalement, elle est censée pouvoir me voir arriver. Est-ce qu'elle a regardé dans ses rétroviseurs, cette personne-là? On ne sait pas, parce qu'elle a déjà enclenché les feux de recul. Alors, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle attend que je passe et ensuite elle va reculer? Ou est-ce qu'elle commence à reculer tout de suite en se disant que je vais la laisser passer? Je ne sais pas. Surtout qu'il peut se dire qu'en plus de ça, j'ai pas de visibilité dans le virage. Je ne sais pas si quelqu'un arrive. Donc de toute manière, je ne peux pas le dépasser ici. Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions. Donc c'est une véritable zone d'incertitude. D'accord? Donc la camionnette crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Est-ce que je le dépasse? Je vous en ai un peu parlé à l'instant. C'est que là, si je le dépasse, je vais me retrouver dans la voie qui est carrément en contresens de circulation. Je vais emprunter la voie d'en face. Et je n'ai aucune visibilité, vous avez vu de ce côté-là, je ne sais pas si un autre véhicule va arriver. Et je risque de me retrouver face à face avec lui. Donc là, non, je ne le dépasse pas. Il vaut mieux que je garde cette distance-là pour le laisser manœuvrer et dégager ensuite. Question 38. Covoiturer permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. De partager les frais de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le covoiturage? C'est proposer à quelqu'un de l'emmener parce qu'on va au même endroit, par exemple. Je pense à des collègues de travail. Vous pouvez très bien vous faire du covoiturage. Allez, une semaine, c'est un qui prend une voiture, une autre semaine, c'est un autre, et ainsi de suite. Ça permet d'économiser de l'argent, d'économiser du carburant et de polluer moins. D'accord? D'ailleurs, maintenant, on crée même des places de parking spéciales covoiturage pour justement inciter les gens à faire de plus en plus de covoiturage. Donc, covoiturer, ça permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Et ça permet aussi de partager les frais de route. Oui, réponse C.
Question 39. J'ajoute du liquide de refroidissement dans l'orifice. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. Alors, dans le A, on voit bien que ça, c'est le liquide lave-glace avec le petit jet d'eau. Donc là, c'est pas ça. Ensuite, le B, on voit un petit, attention d'ailleurs, danger, avec un thermomètre. Ça, c'est le liquide de refroidissement. D'accord? Ils mettent un thermomètre, ils mettent attention danger. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas ne l'ouvrir à chaud, parce que vous risquez de vous brûler. Ou alors, vous savez, c'est un peu, ça risque de vous, comme une cocotte minute, quand vous enlevez le petit bouchon, vous avez de la vapeur qui sort, et c'est pareil, vous risquez de vous brûler. Donc ne surtout pas ouvrir à chaud. Et ensuite, ça, c'est le liquide de frein, avec le minimum et le maximum ici. Donc c'est pareil, ils disent que c'est dangereux de faire attention. Pourquoi? Parce que normalement, vous n'êtes pas censé perdre de liquide de frein. Si vous en perdez, c'est soit vos disques sont usés et dans ce cas-là, il va falloir les changer, soit vous avez une perte de liquide de frein. Et là, il ne faut pas rigoler avec ça non plus. Donc il faut aller voir un professionnel. D'accord? Donc, mais là, c'était la réponse B avec le liquide de refroidissement. Donc réponse B. Question 40. Dans cette situation, j'accélère et je passe. Réponse A. Je freine et je m'arrête. Réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'à droite, il y a un stop, donc je n'ai pas à m'arrêter pour le stop, d'accord? Moi, je suis dans la voie pour aller tout droit, et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, il y a un passage à niveau, avec des feux, et là, les feux clignotent. Donc, dans la seconde qui vient, les barrières vont commencer à se baisser de chaque côté. C'est pas parce que je vois un agent d'entretien à côté que je vais me dire, oh bah, il a peut-être mis en fonctionnement les feux, mais il n'y a pas de train. Ça, je n'en sais strictement rien. Et les barrières, de toute manière, risquent de se baisser. Donc, dans tous les cas, quand j'ai un feu qui clignote comme ça, je dois m'arrêter. D'accord? Donc là, je freine et je m'arrête. Réponse B. Bon, bah vous avez remarqué, j'ai fait beaucoup de questions sur les règles, les notions un petit peu d'incertitude, de savoir un petit peu comment se comporter, parce que vous me l'avez pas mal réclamé, et je sais que ça vous pose souci. Donc j'espère que vous avez apprécié cette série-là. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les séries suivantes. Et je vous souhaite un bon entraînement pour la suite et restez motivés.